Bonjour et bienvenue pour ce second tutoriel. Nous allons créer notre premier projet avec Xena et voir comment fonctionne Visual Studio et différentes choses qui peuvent être utiles. Donc tout d'abord on lance Visual Studio. Remarquez qu'à défaut, si on n'a pas Visual Studio, on peut toujours télécharger Visual Studio Express, la version C# en tout cas, et Xena pour pouvoir commencer à développer sans avoir besoin de Visual Studio. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet. Donc, fichier, nouveau, projet. Là, on va dans la catégorie Visual C#, on descend jusqu'à Xena 4. Ici, on a plusieurs types de projets. On voit Windows Game, Xbox Game. On voit aussi des libraries, donc c'est-à-dire des bibliothèques de code, des DLL, ou bien des extensions du Content Pipeline. Nous verrons ça plus tard. Dans un premier temps, on va commencer par créer un jeu simple, Windows Game, et on va le positionner sur le bureau. On attend et Visual Studio va pouvoir nous générer un projet template de base que nous allons pouvoir éditer. Donc voilà, on a un projet tout simple. Si on exécute maintenant, bon bah on va voir que pas grand chose va se passer, on va avoir un écran bleu. Voilà. Un bleu qui est quand même accéléré 3D, mais bon. Donc voilà, ici, on a toutes les références à ce qu'on va utiliser. On dit qu'on va utiliser le namespace system, namespace system.collection.générique, etc. Alors ces références-là correspondent bien entendu à des références de DLL dans le projet. Ici, ce que vous voyez sur la droite, c'est ce qu'on appelle l'explorateur de solutions. Il contient le projet, ainsi que tous les projets actifs. Par exemple, ici on a deux projets, on a un projet de jeu et un projet de contenu. Il contient les références, les propriétés, on ne va pas les voir tout de suite. Les références de contenu, donc ici on fait référence à ce projet-ci. On a un icône de jeu, bon, une classe principale, un thumbnail, et ici la classe programme qui est très simple puisqu'on va simplement faire un jeu et le lancer. Donc vraiment tout ce qui va se passer d'intéressant va avoir lieu dans la classe Game 1 et dans toutes les autres classes qu'on va pouvoir appeler depuis Game 1. Donc la première chose qu'on peut voir avec les commandes de Visual Studio, c'est qu'il nous permet de créer ce qu'on appelle des régions, ce qui peut être assez pratique. Donc par exemple ici, on va créer une région pour ces références. Et voilà. Donc ensuite, on va pouvoir voir comment fonctionne la classe Game 1. La classe Game 1 hérite de Microsoft.xena.framework.game. La première chose qu'on voit, c'est quelques déclarations. Ici, le Graphics Device Manager, qu'on verra un tout petit peu plus tard. Et ici, la Sprite Batch. Donc la Sprite Batch, si vous voulez, c'est un peu comme le papier quand on veut dessiner. Quand on veut dessiner quelque chose de 2D, on a besoin d'un support 3D. Et c'est ce que va être la Sprite Batch dans Xena. Ici, on a le constructeur de la classe, dans lequel, bon, on va finir l'instanciation du graphics. Et ensuite, on va définir un chemin vers l'endroit où on va chercher le contenu. Donc c'est pour ça qu'on a content.root.directory, le répertoire racine. Ensuite, on a un ensemble de méthodes qui va servir à l'initialisation. Donc d'une manière générale, on a l'habitude dans Xena de faire une région initialisation qui comprend le constructeur ainsi que les deux premières méthodes. Donc cette région contient notamment la méthode initialize et la méthode loadContent. Elles ont un rôle à peu près similaire qui va être d'initialiser les valeurs des différentes variables qui sont définies ici. Donc typiquement ici d'habitude on définit une région qui va s'appeler champ. Comme ceci. Si on a des propriétés, on les rajouterait bien entendu. Donc,
selon les types de variables, on va soit les initialiser dans initialize, soit les initialiser dans load content. Dès que ce qu'on va utiliser fait référence à du contenu graphique, on va le charger dans load content, notamment pour tout ce qui est chargement d'objets qui sont contenus dans ce projet content. Pour tout le reste, c'est-à-dire des valeurs, des vecteurs, etc., on va les initialiser dans initialize. Donc, un petit commentaire par rapport à la syntaxe C# si vous n'êtes pas familier avec. Donc, le mot-clé protected signifie simplement que la méthode ne peut être utilisée que dans une classe qui en hérite. Le mot-clé override signifie que dans la classe de base, c'est-à-dire microsoft.xena.framework.game, il y a une classe qui s'appelle initialize, qui est aussi void et qui a été déclarée en protected, et qui a été déclarée avec le mot-clé virtual, ce qui signifie qu'on va pouvoir étendre sa fonctionnalité. Donc ici, le mot-clé override signifie que ce qui va être placé ici entre ces deux crochets, ces deux accolades plutôt, va remplacer le contenu de la méthode initialize de microsoft.xena.framework.game. Et donc pour s'assurer qu'on va pouvoir quand même avoir accès à ce qui a été défini dans la méthode dont on n'a pas accès, eh bien on va faire base.initialize à la fin de la méthode. Si on ne l'avait pas fait, cette méthode, ce qu'on va rajouter comme code, aurait totalement remplacé la méthode initiale, et ce n'est pas ce qu'on veut ici. Donc de la même manière, ça fonctionnera pareil pour update et draw tout à l'heure. Donc ici, bon, on n'a rien défini de spécial, donc on n'a pas besoin d'utiliser initialize. Ici, on a créé une instance de la sprite batch. Je vais vous montrer d'abord les deux autres méthodes avant de passer à la suite. Donc, oui, d'ailleurs, il y a une autre méthode qui s'appelle unloadContent, mais qu'on va voir un peu plus tard, qui n'est pas souvent utilisée. D'ailleurs, souvent, elle est confondue, elle est mise dans la région d'initialisation. Donc maintenant, on va avoir accès à une région qu'on appelle Update Draw. Un truc assez pratique avec Visual Studio, soit dit en passant, c'est qu'on peut accéder à n'importe quelle définition de variable ou n'importe quelle méthode juste à partir de ce menu ici. Donc, Update et Draw. Donc comme la région l'indique, on va avoir deux méthodes qui vont s'appeler Update et Draw, toutes les deux déclarées en Protected Override Void. Voilà. Alors Update va prendre comme paramètre GameTime, donc comme son nom l'indique encore une fois, ça va nous donner une idée du temps qui s'est écoulé depuis le lancement du jeu. Alors ceci, bah, ça permet au jeu de quitter. Donc il se passe rien dans cette update. La méthode update, c'est là où se passe normalement la logique du jeu, tout ce qui va être mise à jour de données, de variables, etc. La méthode draw va être appelée juste après la méthode update et va consister à afficher des choses à l'écran. Ici, vous voyez que tout ce qu'on fait, c'est nettoyer l'écran et qu'on lui donne pour couleur de nettoyage Cornflower Blue. Bon, voilà, c'est tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que update est appelé en permanence, toutes les 33 millisecondes environ, et que draw est appelé juste après. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a fait deux méthodes. En fait, l'intérêt, c'est quand le jeu va ralentir. On a envie qu'il puisse continuer à mettre à jour sa logique, même s'il ne permet pas de l'afficher à toutes les 33 millisecondes. Donc ça veut dire que si jamais le jeu commence à devenir lent, update va continuer à être appelé, mais pas draw. Et quand le jeu va pouvoir récupérer son retard, eh bien on va réappeler draw, ce qui va permettre en fait d'avoir un peu de lag, mais de ne pas avoir justement une immobilisation du jeu. Donc voilà, c'est vraiment le principe de base d'Xena, c'est on initialise, et ensuite on appelle update et draw. Update et draw tout le temps, jusqu'à la fin du jeu.
Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu quelque chose qu'on peut faire avec Visual Studio. Donc déjà pour les commentaires, un truc assez pratique, c'est Summaries. Parce qu'en fait, comme vous voyez ici, on a fait un tag summary, un tag slash summary, et en fait on a mis du texte qui va être présent dans IntelliSense quand on va taper quelque chose. Alors déjà, qu'est-ce que IntelliSense? Alors par exemple, je vais vous montrer, si on va dans Draw, et qu'on commence à déclarer, enfin à vouloir afficher quelque chose, on va prendre notre sprite batch. Alors vous voyez ces menus là qui s'affichent, c'est IntelliSense. Et en fait, il nous propose des choses, et quand on va commencer à taper quelque chose, il nous propose donc en surbrillance le mot begin. Si on veut ça, on tape tab, ou bien parenthèse, ou bien virgule, selon les cas. Et on a aussi la documentation, il nous dit que, on va voir, si je fais parenthèse, on nous dit que voilà, il y a 5 constructeurs possibles, et on nous donne des informations sur les paramètres qui sont à utiliser. Et on nous donne aussi l'information de sur quel paramètre on est. Alors ça c'est assez intéressant, donc si on fait virgule par exemple, même si on n'a pas mis de paramètre, il nous passe au suivant, ce qui nous permet en fait de suivre, d'avoir une documentation en temps réel sur ce qu'on veut taper. Et ça permet d'avoir une tape beaucoup plus rapide. Alors c'est pour ça qu'il faut à tout prix documenter vos fonctions. Donc la première chose qu'on va faire, on va se faire une fonction, donc une région d'abord pour les fonctions d'aide. Alors n'importe quelle fonction, alors je sais pas, public, void, Oops. Void ma méthode. Alors, elle pourrait prendre en paramètre par exemple, bon, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais elle pourrait prendre par exemple en paramètre une texture 2D et par exemple une position. Elle va l'afficher par exemple. Donc, voilà. Si on veut générer la documentation pour ça, on se place avant, on appuie 3 fois sur slash, et voici, Visual Studio nous a présenté un résumé de la fonction, et ensuite pour chaque paramètre, à quoi correspond ce paramètre. Donc par exemple, mettons que on va faire finalement, elle va renvoyer une valeur pour dire que tout s'est bien passé par exemple. Donc c'est un int. Du coup ici on va avoir un tag returns qui serait affiché directement si on l'avait laissé faire tout à l'heure. Donc un résumé description de la fonction. Texture à afficher par exemple. Position où afficher la texture. Et elle retourne par exemple toujours vrai. Donc ici on va pouvoir avoir, donc on va avoir forcément un return true. Bon. Puis après on peut faire ce qu'on veut dedans, c'est pas vraiment important, c'est pas pour ça que je vous montre. Imaginons que maintenant on est dans draw et qu'on veut appeler cette fonction. Donc on va faire ma fonction, il nous propose ma méthode, je fais parenthèse. Alors on voit la description de la fonction, ici, et on voit le premier paramètre, texture, c'est une texture à afficher. Donc, mettons qu'on lui ait donné la texture. Ensuite il nous dit vecteur de position, c'est une position où on affiche l'image. Voilà. Et si on regarde ma méthode, en plus particulier ici, on voit donc le constructeur, enfin oui, le prototype si vous voulez, et la description de la fonction. Donc voilà, il faut vraiment procéder comme ça, continuer un maximum à documenter vos fonctions. Comme ça, les gens qui vont utiliser vos fonctions, qui ne vont pas forcément voir votre code, vont pouvoir avoir accès à IntelliSense qui va leur dire, écoute, ce paramètre là, ça correspond à une image, ça correspond à une texture, etc.
Donc maintenant on va faire vraiment un programme très simple qui va afficher une texture à l'écran. Donc par exemple, tac, on va avoir besoin d'une texture. Donc texture c'est comme une image si vous voulez. Une texture 2D. Donc ma texture. On va devoir charger une image dedans. Donc avant on va devoir charger une image dans le projet content. Alors on va simplement aller dans mes images et prendre n'importe quelle image, le désert. Voilà, il est ici. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer cette fenêtre ici qui est vraiment très importante, qui est la fenêtre des propriétés. Alors, on remarque quoi? On a désert, c'est le nom de l'image. Seulement on n'a pas l'extension. Et c'est parce que l'asset name correspond au nom du fichier sans l'extension. Et donc si on avait un desert.jpg, il y aurait un problème, puisqu'il y aurait génération de deux éléments qui auraient le même nom, le même asset name. Ensuite ici on voit les importateurs, exportateurs, processeurs, etc. Bon, ça on va pas l'utiliser pour le moment, on le verra dans 2 ou 3 vidéos. Donc la première chose à faire c'est donc de charger notre image. Donc on va dans load content, et on va faire ma texture égale content.load, on lui donne le type, texture 2D, et on lui donne un nom. Alors bien évidemment on va lui donner l'asset name, pas le nom du fichier, et surtout pas avec l'extension. Donc voilà, à partir de maintenant, dans ma texture, on a chargé l'image du désert. Et donc maintenant on va l'afficher par exemple ici, enfin pas par exemple, on va l'afficher ici. Donc avant de commencer, on sait qu'on va devoir utiliser le papier. Donc d'abord on va utiliser le papier, on va dire quel type de papier on veut utiliser, etc. Donc spritebatch.begin. Là on pourrait donner des paramètres, nous on va rester simple pour le moment. On va aussi lui dire plus tard qu'on va devoir arrêter d'utiliser cette spritebatch, donc spritebatch.end, sachant qu'une spritebatch peut être utilisée plusieurs fois. Donc c'est pas nécessaire d'en déclarer plus qu'une. Ensuite spritebatch.draw. Et alors là on va lui donner ma texture. Alors soit un rectangle pour la position, enfin soit un rectangle de destination, soit une position. Alors par exemple ici on va lui donner vecteur 2.0. En gros ça veut dire que comme si on avait créé un nouveau vecteur 2 et qu'il avait pour coordonnée 0, 0. Ensuite la couleur. Alors la couleur en fait, si on veut que l'image soit telle qu'elle, il faut faire color.white. Et sinon on peut lui donner une teinte en faisant color.red ou ce qu'on veut comme couleur. Il y a une bibliothèque assez importante de couleurs, en sachant qu'on peut aussi donner une valeur entre 0 et 255 pour chaque composante. Allons-y, voir ce que ça donne. Et voilà, on a affiché notre image. Alors une chose qu'on peut voir aussi, c'est que le curseur de la souris n'est pas par défaut visible. On le voit ici grâce au logiciel de capture d'écran. Parce qu'en fait, le principe c'est bien de créer un jeu, et notamment un jeu pour la Xbox, donc par défaut, le curseur est désactivé. On peut l'activer si on veut, dans les paramètres graphiques. Mais bon, on va pas le faire pour le moment. Donc après, dans Update, on aurait très bien pu changer la position de cette image. Donc par exemple, on va aller ici, dans ma texture. On va aussi définir une position. On va l'initialiser à 0. Alors ici, au lieu de montrer vecteur 2.0, je veux montrer la manière correcte d'écrire. Donc nouveau vecteur 2, et là on lui donne les paramètres. Donc, par exemple ici, si on voulait faire... Alors, soit on fait ça. Alors, ici, ça c'est équivalent à dire que position égale vecteur 2.0. Et c'est aussi équivalent à position égale nouveau vecteur 2, 0. Alors, en fait, quand on a deux fois la même composante, on peut simplement la mettre une seule fois et il le comprend. Ou bien on peut l'écrire explicitement comme ceci, ou bien dans le cas spécifique de 0, on a un attribut qui permet de le mettre tel quel.
Donc ici, pour rester général et pour qu'on puisse le modifier par la suite, je vais garder la forme la plus correcte, la plus rigoureuse. Donc on a notre position. Ici, on va remplacer ça par notre position. Voilà. On lance. Normalement, rien n'a changé. Voilà. Et donc maintenant, on va faire un tout petit peu d'entrée-sortie. On va déclarer un état de la souris. On va lui dire, quand on initialise, que mouseState va être égal à mouse.getState. Voilà. On va aussi lui dire dans update de toujours faire ça. Et ensuite, on va lui dire que position est égal à mstate. Alors ici, vous voyez, on a la position, les coordonnées en x, en y, mais la position c'est type vecteur 2, donc il faut faire attention. Donc ici, on va faire nouveau vecteur 2, mstate.x, mstate.y. On enregistre et on lance. Et alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que au fur et à mesure que notre souris bouge, notre image bouge. Par défaut, l'origine est en haut à gauche. Alors selon les différents types de constructeurs qu'on va utiliser pour la sprite batch, on va pouvoir lui spécifier qu'on veut dessiner sur un rectangle donné de l'écran, qu'on veut qu'on veut positionner l'origine de l'image au milieu ou à n'importe quel endroit de l'image. Donc tout ça c'est vraiment customisable de manière assez simple. Voilà. Dans le prochain tutoriel, nous allons étudier le GameState Sample qui sert à gérer différents écrans de jeu, différents menus, etc. Ça va nous permettre d'avoir une petite introduction à la création de classes, de composants, de drawable game components, et la gestion de propriétés, d'accessibilité et d'instanciation. Donc rendez-vous la prochaine fois, j'espère que ça vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à xnameetingpoint@gmail.com.